il y a tout un tas d'acronymes un peu barbares, PSI, PSAN, PSFP. C'est pas forcément évident de s'y retrouver. En fait, chacun de ces acronymes est le reflet d'un régime juridique et d'un agrément en conséquent à obtenir. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet As Avocat, cabinet spécialisé en nouvelles technologies en IP/IT. Et aujourd'hui, on va traiter particulièrement du domaine des fintech et j'ai le plaisir de faire ce podcast avec Benjamin Toubiana qui est en charge au cabinet justement du département fintech. Alors, première question, qu'est-ce qu'une fintech ? Parce qu'on entend parler dans tous les sens, beaucoup. Et c'est une notion qu'on a du mal à définir ou à savoir exactement à quoi ça correspond. Tu peux nous en dire plus ? Bien sûr. Alors, le mot fintech, il est issu de la contraction entre finance et technologie. Donc, l'idée, ça va être une société qui va développer ou utiliser une solution technologique dans le secteur financier. Donc, l'idée, ça va être de proposer un service financier qui va être amélioré, donc de proposer de nouvelles fonctionnalités. Ça peut être moins coûteux, plus simple, grâce à l'utilisation de la technologie. Donc ça peut recouper à la fois des services de paiement, ça peut concerner de l'investissement, du crowdfunding, des activités sur cryptoactifs. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez large. Ok, donc on va devoir définir pas mal de notions et de nouveaux mots. Donc, je comprends qu'une fintech, ça se différencie en fait, grossièrement, de la finance ou des services de finance traditionnels, de ce que tu viens de nous dire. Mais on sait que les services de finance traditionnels sont particulièrement régulés, le secteur bancaire fait l'objet quand même d'une grosse surveillance. Est-ce que justement ces fintech entrent aussi dans le cadre de cette régulation ? Et le cas échéant, dans quelles conditions ? Tout à fait, le système financier effectivement est très régulé. Donc on a beaucoup de réglementations très différentes, techniques, qui vont être à la fois européennes, françaises. On a des autorités de régulation qui sont là spécifiquement pour contrôler ce que font les acteurs. Donc les deux principales sont l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Et l'idée qui va vraiment guider ces autorités, ça va être la protection des investisseurs, puisqu'on est dans un domaine où les gens vont mettre leur argent. Donc, il faut vraiment que... Qu'ils le fassent en connaissance de cause. Exactement, qu'ils le fassent en connaissance de cause et que les acteurs soient dignes de confiance. Oui, on a quand même entendu pas mal de gros scandales dernièrement, dont on va peut-être reparler après, qui justifient qu'il y ait des durcissements de certaines réglementations sur certains types d'investissements. Ok, donc on a compris ce qu'était une fintech, on a compris qu'elle faisait partie de la réglementation et de la régulation de manière plus globale qui était applicable au secteur de la finance traditionnelle. Mais dans tout ça, on entend pas mal d'acronymes, PSI, PSAN, PSFP, et on a du mal en fait de s'y retrouver. Est-ce que ça correspond à une régulation en lien avec un acteur, une typologie d'acteur, un service proposé ? Et dernière question, est-ce que c'est cumulable comme réglementation ? Alors effectivement, il y a tout un tas d'acronymes un peu barbares, PSI, PSAN, PSFP. C'est pas forcément évident de s'y retrouver. En fait, chacun de ces acronymes est le reflet d'un régime juridique et d'un agrément en conséquent à obtenir. Donc par exemple, le PSI, c'est le prestataire de services d'investissement. C'est en fait le prestataire, donc l'acteur qu'on va retrouver dans la finance traditionnelle, typiquement une banque qui voudrait fournir ce qu'on appelle des services d'investissement. Ça va être tout un tas de services qui vont être rendus sur des instruments financiers. Donc les instruments financiers, donc là on est vraiment typiquement dans de la finance traditionnelle, c'est-à-dire ça va être des actions, des obligations, ce type d'instruments. Et donc si vous voulez rendre des services sur des instruments financiers, comme des actions ou des obligations, vous allez devoir obtenir un agrément. Alors, quels vont être ces services ? Ça peut concerner, par exemple, du conseil en investissement financier, mais aussi de la gestion de portefeuille. En fait, on a toute une énumération par la loi des services qui doivent faire l'objet d'un agrément pour être rendus. Ok, donc j'ai un projet qui vise à fournir une proposition d'investissement dans des instruments financiers classiques, actions, obligations. A priori, je rentre dans ce fameux statut de PSI. Je comprends que je dois obtenir un agrément auprès d'une autorité de régulation. On verra un peu plus tard, dans le cadre de notre échange, ce que c'est qu'un agrément, enfin en tout cas, comment ça fonctionne.
est-ce que c'est une démarche qui est une démarche quand même obligatoire, ce système d'agrément pour Psy et pour les autres? Est-ce que si je fournis quand même ce service sans rentrer et sans respecter les conditions de l'agrément, est-ce que je m'expose à un risque? Et quel est le risque en moyenne lycée, les grandes typologies de risques? Exactement, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que pour rendre ces services, donc les services qui vont être énumérés par la loi et pour lesquels on vous dit qu'il vous faut un agrément, ou alors dans certains cas, on va appeler ça un enregistrement, dans d'autres régimes, comme on va le voir, en fait, vous n'avez pas le droit de rendre ces services tant que vous n'avez pas obtenu l'autorisation de l'autorité en cause. Donc je ne peux même pas commencer à regarder si le marché réagit, à commencer un petit peu à regarder, à prospecter. Okay. Alors vous pouvez vous renseigner sur est-ce qu'il y aurait des gens intéressés, mais vous ne pouvez pas fournir le service tant que vous n'avez pas obtenu l'autorisation. Okay. Si vous rendez ce service avant d'avoir obtenu l'autorisation, vous pouvez même vous exposer à des sanctions, des sanctions donc, qui vont être prononcées par les autorités, mais qui peuvent même être parfois des sanctions pénales. Donc il faut quand même être prudent. Bon, donc là on a vu ce qu'était un psy. On a compris que c'était quelque chose d'un peu traditionnel sur la typologie d'investissement. Mais là, on entend quand même beaucoup parler des investissements en termes de crypto-monnaie, de crypto-actifs, les notions d'actifs numériques. Tu peux nous expliquer si ça correspond au même régime et surtout nous expliquer en quoi ça consiste si on veut avoir un projet dans ce cadre-là. Donc là, on parle plus des psys, mais des PSAN, qui sont les prestataires sur actifs numériques. Donc en droit français, on ne parle pas de crypto-actifs, mais d'actifs numériques. Donc crypto-actifs, c'est un petit peu une terminologie grand public, mais qui ne se retrouve pas dans la loi, c'est ça que tu veux dire? Alors, aujourd'hui, c'est effectivement le cas, on parle d'actifs numériques, mais on a le règlement MiCA, qui est le règlement européen, qui va venir réguler en fait tout le monde des cryptos, enfin une grande partie du monde des cryptos, qui a été adopté par l'Union européenne et qui va progressivement entrer en application. Ce règlement parle de cryptoactifs. Voilà, donc il y a juste une question de terminologie. Okay. Et alors, en droit français aujourd'hui, dans les actifs numériques, on a deux grandes catégories. On a d'une part ce qu'on appelle les jetons, donc qui sont des titres inscrits en blockchain qui vont donner des droits à leurs titulaires. Et puis, on a ce qu'on va plutôt appeler des crypto-monnaies qui ne donnent pas particulièrement de droits, mais qui sont censées représenter une valeur et être une sorte de monnaie d'échange. Donc ça va être typiquement le cas du Bitcoin ou de ce qu'on appelle les stablecoins, qui sont donc des crypto-monnaies qui vont avoir vocation à refléter à tout moment la valeur d'une monnaie qui existe, donc par exemple le dollar. Bon, on comprend bien par contre que dans ce domaine-là des crypto-monnaies, en lien avec une variation quand même de cours, on a entendu effectivement sur les bitcoins que ça pouvait monter, descendre et que finalement l'aubaine du début n'était plus l'aubaine à un certain moment et actuellement. Mais on a surtout entendu parler de beaucoup de scandales en lien avec de l'arnaque, en lien avec des systèmes qui étaient peu sécurisés, justement pas dignes de confiance, comme il était dit. Là, je pense que pour le PSAN, on doit avoir une réglementation qui doit quand même être une réglementation assez prégnante pour s'assurer quand même que l'investisseur ne soit pas trompé, dupé et qu'il ait bien la mesure de la portée de l'investissement qu'il va faire. Alors c'est très intéressant puisque justement sur cette question de la régulation sur les actifs numériques, sur le monde crypto, il y a eu toute une évolution qui va vers une montée en puissance de la régulation. C'est-à-dire qu'au début, donc comme je le disais, la France a été pionnière dans la matière et donc elle a établi un premier régime qui était celui qu'on a appelé de l'enregistrement simple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une société qui voulait rendre des services sur actifs numériques, donc on se retrouve, en fait, on a une liste des services sur actifs numériques qui est très similaire à celle des services d'investissement. À partir du moment où vous voulez rendre un des services de cette liste, vous allez devoir obtenir cet enregistrement. Donc au départ, cet enregistrement, il était, disons qu'on demandait le minimum. C'est-à-dire qu'on regardait si les dirigeants, alors c'est ce qu'on appelle l'honorabilité des dirigeants, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas été déjà condamnés pour des fraudes ou des choses comme ça, qu'ils étaient compétents, et puis la mise en place d'un système de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme, donc ce qu'on appelle LCBFT. Mais c'était, si vous voulez, beaucoup plus light, entre guillemets, que ce qu'on demande à, par exemple, une banque. Et l'idée, c'était au départ de dire, en fait, c'est une nouvelle activité et on ne veut pas empêcher l'innovation, on ne veut pas empêcher des nouveaux acteurs de rentrer, et donc on ne va pas leur imposer ce qu'on impose à une banque, ce serait beaucoup trop lourd. Donc on se disait, on régule pour garantir un niveau de fiabilité minimum,
mais on veut quand même libérer cette possibilité en lien avec le fait qu'en plus on était un peu pionnier là-dedans et qu'il y avait une économie en fait sous-jacente. Exactement, c'est exactement ça. Et puis sont arrivés un certain nombre de scandales, et notamment la faillite de FTX, qui était vraiment quelque chose de très spectaculaire. Et à partir de là, on a renforcé ces exigences. Et donc, la loi française a changé. Et maintenant, on a ce qu'on appelle l'enregistrement renforcé, qui impose tout un tas d'exigences nouvelles au PSAN, notamment sur la sécurité, sur les conflits d'intérêts. Et donc, la régulation est montée d'un cran. Elle est en train de monter d'un cran puisque le nouveau texte est applicable à partir du 1er janvier 2024 et plus exactement, les dossiers qui sont déposés à partir de juillet 2023 qui ne sont pas considérés comme complets à ce moment-là par l'AMF doivent remplir les conditions de l'enregistrement renforcé. Donc en réalité, on est déjà dedans. Et puis il y a une dernière étape. Ouais. Qui est le règlement MiCA qui va arriver, donc, dont je parlais tout à l'heure. Donc MiCA, ça veut dire Market in Crypto Assets, marché de cryptoactifs en français. Et ce règlement donc a vocation à proposer une réglementation harmonisée au niveau européen des cryptoactifs. Il s'inspire pas mal du régime français et il impose un agrément qui lui est un enregistrement à un agrément. Exactement, okay. Exactement, et qui est donc beaucoup plus lourd et en fait qui ressemble beaucoup plus à ce qui se fait dans la finance traditionnelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on avait déjà un agrément dans le régime français, mais il n'était qu'optionnel. C'est-à-dire que si vous vouliez exercer, et c'est toujours le cas, des services sur actifs numériques, il vous faut être enregistré, vous ne pouvez pas le faire sinon. Et si vous voulez, vous pouvez aller plus loin et aller chercher un agrément, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et donc, c'est beaucoup plus lourd. Mais en contrepartie, vous allez avoir certains droits qui ne sont pas accordés aux sociétés qui sont simplement enregistrées, notamment pour communiquer, pour faire du démarchage sur vos services. Donc, Benjamin, si je comprends bien, en fait, c'est assez simple, les fintechs. Il y a instruments financiers PSI, et à partir du moment où je suis sur la blockchain, inscrit sur la blockchain, PSAN. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés de qualification, si je résume bien. Alors, c'est un petit peu plus subtil que ça. Okay. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un titre est inscrit sur la blockchain qu'il va être qualifié d'actif numérique. Donc, comme on l'a rappelé, il y a une définition des actifs numériques et les instruments financiers sont exclus de cette définition. C'est-à-dire que si vous avez un token inscrit sur la blockchain, mais que ce token répond aux caractéristiques d'un instrument financier, donc que ça va être par exemple une action simplement que vous avez mise en blockchain, ou même si c'est sans être à proprement parler une action, quelque chose qui va beaucoup y ressembler, on va qualifier ce token de security token. Donc security, c'est titre financier en anglais, et donc on va lui appliquer la réglementation des instruments financiers. D'accord. Et dans quelles conditions est-ce que mon token alors rentrera dans cette qualification de PSAN et donc d'actif numérique? Donc ça va être si il ne rentre pas dans la qualification d'instrument financier, s'il répond à la qualification d'actif numérique, donc qui est soit un jeton qui va conférer certains droits, comme on le disait tout à l'heure, ou alors la représentation d'une valeur. Ok, donc on a parlé du PSI, on a parlé du PSAN, et il y en a un troisième petit dernier qui est en lien avec le crowdfunding qui se démocratise et qui se voit de plus en plus dans plein de secteurs et qui correspond au statut de PSFP. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi ? Ouais, alors le PSFP, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est encore un acronyme un peu compliqué. Ça veut dire prestataire de services sur financement participatif. Donc qu'est-ce que c'est le financement participatif ? En fait, c'est le crowdfunding. Donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui va mettre en relation des porteurs de projets qui ont besoin de financement et de l'autre côté des investisseurs qui vont venir investir leur argent dans ces projets. Donc c'est une forme d'intermédiation d'investissement en fait, parce qu'au Exactement. milieu il y a une plateforme qui fait cette intermédiation entre celui qui veut investir et celui qui propose l'investissement, c'est ça ? C'est exactement ça. Et d'ailleurs, une des principales difficultés, en tout cas un des principaux sujets qu'on a avec le PSFP, c'est que la réglementation a pensé le PSFP comme un tiers qui est neutre et donc qui n'est pas lié aux porteurs de projets, ou alors qui ne peut l'être que dans une certaine mesure. Or, souvent, quand on a des gens qui sont intéressés par le fait de monter une plateforme, ils ont aussi le projet de fournir derrière les projets. Et donc là, c'est très important d'avoir une réflexion en amont, une réflexion sur le terrain juridique pour voir si le projet que souhaite mettre en place la plateforme, la société, est compatible avec la réglementation, si on peut l'amender pour le faire rentrer dedans, ou alors s'il faut envisager un autre régime
Et on en a d'autres, on peut penser à un agent lié à un PSFP, à de l'offre au public. Donc c'est très important parce que ça va vraiment structurer la façon dont la plateforme va rendre son service. Ok, effectivement, il y a beaucoup d'autres statuts dont on n'a pas parlé. On a parlé des 3 principaux, en tout cas ceux qui reviennent le plus régulièrement. En tout cas, ce que je comprends, ce qu'ils ont pour point commun, certes, c'est la notion d'investissement sous toutes ses formes, mais c'est quand même effectivement la nécessité de se rapprocher d'une autorité, notamment de l'AMF, pour obtenir agrément, enregistrement, enfin en tout cas pour se faire connaître et obtenir un droit, on va le dire de manière très générale, de proposer le service. Là-dessus, sur cette demande, comment est-ce que ça fonctionne pratiquement? Et surtout, quels sont les délais? Parce qu'on sait très bien que toute entreprise, société qui veut monter ce projet, souvent parce que c'est quand même très coûteux en termes d'investissement, soit pour créer la plateforme, soit pour s'intégrer au sein de la blockchain, soit pour émettre, etc. Ça nécessite des investissements et surtout, derrière ça, il y a des levées de fonds qui sont associées, levées de fonds qui sont souvent conditionnées à la légalité de l'opération et partant à l'obtention de l'agrément. Et on se retrouve dans une situation un petit peu délicate où finalement, la levée de fonds est conditionnée, mais l'agrément peut arriver de manière différée. Donc comment fonctionne l'agrément et quel est le délai moyen et la procédure pour l'obtenir? Alors, sur le processus d'agrément, donc comme on l'a dit, il y a différents agréments, enregistrements, différentes autorités, mais en général, on a un schéma qui est le même, ou en tout cas qui est assez similaire. Donc comment ça va marcher? C'est-à-dire qu'une fois que le projet est assez mûri, on va pouvoir contacter les autorités pour leur faire part de ce projet-là. On va organiser une réunion avec elles, donc les fondateurs, les porteurs du projet vont pouvoir expliquer comment ils entendent structurer leur activité, quels sont les services qu'ils entendent rendre, pour vraiment présenter le dossier à l'AMF ou la CPR. À cette occasion, l'autorité va pouvoir faire des premiers commentaires, d'abord sur la structure, voir s'il y a des choses qui l'étonnent ou qui attirent son attention. Exactement. Ouais. Et puis à la suite de ça, il va falloir faire un dossier d'agrément ou d'enregistrement. Donc là, il y a un certain nombre de documents à réunir. Alors évidemment, ce qui va être très important, ça va être de décrire l'activité que la société entend fournir, entend réaliser, les services qu'elle entend fournir, mais aussi il va y avoir un tas de renseignements demandés, notamment sur qui sont les actionnaires, qui sont les dirigeants. On va souvent demander un business plan. Et donc ça va constituer un dossier assez dense. L'autorité va recevoir ce dossier, elle va l'examiner et puis elle va revenir ensuite vers vous et puis elle va vous adresser un certain nombre de questions, de commentaires qu'elle avait par rapport à votre dossier. Et donc là, il va y avoir une phase d'échange avec l'autorité où le but, ça va être d'arriver finalement à un dossier qui est satisfaisant pour l'autorité. Et à ce moment-là, elle va pouvoir prendre sa décision de l'accepter ou pas, d'accepter si tout s'est bien passé, et donc de donner l'agrément ou l'enregistrement. Et ça, en termes de délai, à partir du moment où on dépose le dossier et le moment où on obtient un agrément, il y a effectivement cette phase d'itération. Donc, je pense que ça doit dépendre aussi de la réactivité de la société qui sollicite l'agrément, de ses capacités à faire la mise à jour des documents, à être en agilité par rapport aux demandes, forcément. Mais est-ce qu'on est sur quelque chose qui est sous 15 jours, une semaine ou sous plusieurs mois? En moyenne, hein, évidemment, ça dépend en fonction des statuts, je pense, et en fonction de cette réactivité du demandeur. Exactement, c'est-à-dire que ça va dépendre d'abord de la qualité du dossier envoyé, et puis ensuite de est-ce qu'il va y avoir des points bloquants, est-ce que les autorités vont avoir beaucoup de questions ou pas. Après, de manière générale, c'est quelque chose qui se compte en mois. Donc ça va être quelque chose, alors pour donner une idée, parce qu'encore une fois, c'est très variable selon les agréments, enregistrements, selon la réactivité, selon le dossier qui a été envoyé, mais il faut compter, pour donner une première idée, environ quelque chose comme 6 mois. Oui, donc c'est un délai quand même qui a anticipé dans le cadre du lancement réel de l'activité, des investissements et des investisseurs potentiels. Enfin, c'est quelque chose qui doit se conduire sur un projet très global et qui est structurant. Donc, si je cherche à résumer les choses, je comprends qu'il y a une régulation,
une régulation qui est significative quand même, en fonction du statut, des statuts qui peuvent potentiellement se cumuler, et globalement, une nécessité d'être autorisé, on va le dire de manière générale, par l'AMF ou la CPR pour pouvoir lancer son activité. Écoute Benjamin, je te remercie pour toutes ces informations précises et très utiles qui nous ont permis très rapidement d'accéder dans des notions un peu complexes dont on entend parler mais qui sont complexes à comprendre. Merci beaucoup et rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast du cabinet As Avocat.